Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Il y a 4 ans, le président Patrice Talon prenait les rênes, donc il venait à la tête du Bénin. Beaucoup de réformes ont été entreprises durant ces 4 ans. Il a d'ailleurs appelé les Béninois à pouvoir le juger au terme d'une année, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Donc d'exercice. Nous sommes à 4 ans d'exercice. Aujourd'hui, nous voudrions commencer par ce premier plateau, par faire le bilan dans le domaine politique, les réformes qui impactent les pratiques politiques au Bénin. Et donc pour en parler, je reçois pour vous Antoine Adoukono. Il est acteur politique, membre du parti Bloc républicain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Oumoui. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Sur ce plateau, il a nom Dr Delors Faton. Il est secrétaire national adjoint à l'économie numérique du parti FCBE. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs de ETélé. Très bien. François-Xavier Noumon, il est chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir, Romain Louis. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Dr Delors Faton, qu'est-ce qui a changé quand on prend les pratiques politiques depuis 4 ans que vous observez le président Patrice Talon? Qu'est-ce qui a changé quand on prend les 4 dernières années? Qu'on ne le veuille pas, une méthode de gouvernance a changé. Patrice Talon gouverne autrement que ses prédécesseurs. C'est un style qu'il a adopté, que nous connaissons tous. Le style dit de la fermeté, dont tous ceux qui l'entourent parlent et que nous aussi nous voyons. Un homme qui est resté ferme sur ses prises de position de départ en matière de gouvernance politique. Il a décidé, depuis qu'il s'est engagé, à gouverner avec les siens selon un timing qui s'est donné lui-même et un timing qui s'est révélé pratiquement en déphasage avec les réalités politiques du pays. Et on peut dire qu'en 4 ans, ce à quoi on devrait s'attendre, les résultats qu'on devrait avoir, on ne les a pas eus. Mais il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, beaucoup de réformes qui ont été engagées. Et les réformes, à l'aune de l'expérience qui se fait au jour le jour, on se rend compte que les caps fixés, les objectifs qu'on devrait atteindre, on ne les atteint pas. Je vais juste dire, parce qu'au moment où il prenait le pouvoir, le Bénin souffrait de 3 mots essentiels sur le plan de la politique. Il y a la pagaille dans la création des partis politiques que tout le monde connaissait et qu'on décrivait. Il y a la transhumance à outrance qui était un phénomène endémique au Bénin. Et il y a l'hyperpuissance de l'argent. C'est les 3 phénomènes qui étaient au cœur de la politique ou du système partisan béninois. Après 4 ans, est-ce que nous sommes parvenus à sortir l'argent, l'hyperpuissance de l'argent de la politique béninoise? Chacun répondra. D'abord, quand on prend le premier point que vous avez soulevé, le paysage politique, c'est plus ou moins, aujourd'hui, on ne compte plus 300 partis politiques. Est-ce que quelque chose n'a pas changé quand on se réfère un peu à ce qui est annoncé officiellement? On a une dizaine, donc 12 partis politiques reconnus légalement. Il ne faut jamais perdre de vue l'histoire. En 90, à la sortie de la conférence des fonds de génération, et de 90 à 91, combien de partis politiques avions-nous au Bénin? Il a fallu 30 ans pour qu'on arrive à ce que nous avons assisté. Mais de 2019 à 2020, on est déjà à une quinzaine de partis politiques. Bien que les réformes du système partisan soient en cours. Ça veut dire que rien n'a changé en réalité. Et donc vous voulez qu'on puisse descendre? Oui, mais l'idéal aurait été que, en l'espace d'1 an, on ne puisse pas bouger tout le temps. Mais là, déjà, à moins de 15 partis politiques en moins d'1 an. Très bien, je vous reviens. Je vous reviens, docteur Delors Faton. Antoine Adoukono, quand on prend déjà effectivement le chef de l'État dans son discours d'investiture, rappelait que l'urgence est donc aux réformes politiques. Quand on prend ce pan d'analyse de docteur Delors Faton, quand on voyait ce qui se passait, on avait 250 voire 300 partis politiques. Aujourd'hui, le paysage est plus ou moins clair. Il n'est toujours pas satisfait. Vous, quelle analyse faites-vous justement? Merci beaucoup. Je suis très content que M. Delors Faton
est d'accord sur le principe des mots qui minent la classe politique. Parce que il a su dire que par le passé, nous avons une pagaille dans la création des partis politiques. Il a su dire que la transhumance politique était de règle, que l'argent dictait sa loi dans la vie des partis politiques. Donc, ne serait-ce que ces trois mots, d'abord, je pense que, à l'instar de Delors Faton, toute la classe politique était d'accord sur ce diagnostic-là. Et c'est dans la mise en forme ou bien dans la mise en œuvre que les difficultés ont commencé par apparaître. Donc, je voudrais d'abord que tout le monde sache que ce n'est pas le président Patrice Talon seul qui a fait le diagnostic. C'est toute la classe politique était d'accord que ce que le président Patrice Talon a vu comme mal était vraiment un mal. Il reste maintenant comment en arriver à endiguer le mal. Et je voudrais ici, au regard du développement que Delors Faton a fait, en tant qu'homme politique praticien du terrain, à vous dire de faire une distinction nette entre la volonté du chef de l'État, les efforts qu'il a consentis pour pouvoir en venir à bout de ces mots par des lois pour contraindre la classe politique, et ce que nous-mêmes, nous les acteurs politiques, nous sommes. Le débat, il est là. Ce n'est pas le président Patrice Talon qui n'a pas réussi. C'est nous, en tant qu'acteurs politiques, qui n'avons pas par endroit peut-être compris le chef de l'État, parce que les quelques écueils qu'on peut avoir, pour les expliquer, c'est aussi simple. On a beau créer un nouveau système partisan, mais on n'a pas créé de nouveaux hommes. C'est les mêmes Béninois, hommes politiques, qui animaient le système d'alors, qui animent toujours le même système. Donc, une chose est que le président a la volonté, et il a démontré. Je voudrais qu'on revienne. Non, parce que le premier aspect évoqué, c'est bien évidemment la création des partis politiques. On avait un nombre au départ. Oui. Aujourd'hui, nous en avons en fait moins que ce que nous avions. D'accord? Est-ce que cela témoigne de ce qu'il y a succès ou échec? Non. Visiblement, il y a déjà succès, puisqu'on a quitté 300 partis politiques pour en arriver à une douzaine. Mais monsieur Delors Faton a fait une comparaison dans le temps en disant que en 90, pour cet espace de temps qu'on n'en a pas eu tant, ça veut dire quoi? Pour lui, on n'est qu'au début, et que avec le temps, on finira par échoir à 300 ou 400 partis politiques. C'est pourquoi je lui explique que si quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire je vais créer mon parti politique, le président Patrice Talon ne peut pas dire que tu ne peux pas. Mais c'est nous, en tant qu'acteurs politiques, qui devons réaliser que l'objectif qui est poursuivi en disant, par exemple, qu'il faut quitter 10 membres fondateurs par département pour créer un parti politique, pour venir à 15 membres au moins par commune, que si le législateur aujourd'hui a traduit d'abord dans la Constitution et dans le Code électoral que les partis politiques doivent avoir un seuil national de représentation d'abord avant de prétendre d'être éligible à l'attribution des sièges, que si aujourd'hui concernant les élections communales on dit qu'il faut présenter de candidats dans les 546 arrondissements, que tout ça là que fait le législateur, c'est pour nous contraindre à freiner, à éviter de la création en pagaille des partis politiques. C'est ça. Maintenant, si nous-mêmes, on n'est pas conscient et que on se dit, bon, qu'il ne manque pas commune, on rentre dans les rues, on va chercher les gens
pour relire les dossiers, pour dire que je vais créer mon parti politique. Si nous ne prenons pas conscience, on en arriverait toujours à 300-400 partis politiques. Moi, j'ai dit que le président du parti Talon a joué sa partition parce que il est homme d'affaires commerçant, dit-on. Mais ce que nous, même acteurs politiques, on n'a pas pu faire. Il a tout fait. C'est à nous maintenant de prendre le prix. Très bien, on y reviendra. François Xavier. Il est deux points qu'il a posés. Tout à fait. On n'a pas encore abordé ces points. Vous allez permettre à toi, Antoine Adoukonou, vous allez permettre, François Xavier Noumon, je vous reviendrai. François Xavier Noumon, quand on parle, puisque nous sommes en train de parler de ces réformes qui ont touché un peu les pratiques politiques, nous parlons toujours du paysage politique qui était plus ou moins élargi. Aujourd'hui, on dénomme quand même un certain nombre de partis politiques, 12 partis politiques. Pour vous, est-ce que vous avez le même regard que Antoine Adoukonou ou Dr Delors-Faton? Oui, déjà, je pense qu'il faut recontextualiser un peu tout cela. Il y a indubitablement, il y a une constatation que tout le monde partage. Notre héritage, notre pratique de la démocratie a été en temps perverti. Tout le monde, tous les acteurs politiques de quelque bord que ce soit, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne pouvait plus aller dans cette direction. Mais seulement que nous avons eu Patrice Talon en 2016 et d'aucuns ont pensé que ça allait se passer comme d'habitude. Mais le président, je pense déjà que la méthode du président a dérouté un certain nombre d'acteurs politiques. C'est-à-dire que personne ne s'attendait au fait que Patrice Talon se transforma en cet animal politique aussi vite, aussi tôt et aussi rapidement dans le quinquennat. Et je pense que ça a dérouté beaucoup d'acteurs politiques. Parce que la réflexion, c'était, comme d'habitude, on est dans une situation de blocage, on a envie de recréer, disons, une nouvelle dynamique politique, mais on va se regrouper tous, on va manger des petits fours, partager des petits gâteaux, faire un diagnostic et tout allait repartir comme avant. Mais comme un président de la République dans notre système démocratique est élu avec un mandat, donc un certain parti pris, donc sur disons son projet, ce qu'on appelle projet de gouvernement, projet politique, projet social, tout ce qu'on veut, avait son idée de la thérapie de choc qu'il fallait appliquer à notre vie politique pour aller de l'avant. Et donc je pense que et là il avait disons, tout le monde, et il a l'habitude de le répéter, et tout le monde on n'a pas tous besoin d'être d'accord sur cette thérapie de choc, mais il a eu le mandat du peuple d'appliquer cette thérapie de choc qui a dérouté plus d'un. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'avec le recul, ne serait-ce que le pan de la création des partis politiques, aujourd'hui tout le monde peut être d'accord que n'importe quel kidam ne peut plus se lever et créer un parti politique comme avant. Ça, au moins, pour être honnête, qu'on aime Patrice Talon, qu'on n'aime pas, on peut dire qu'il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de créer un parti politique. Vous ne pouvez plus rester dans votre petite case et du jour au lendemain, vous êtes patron de parti politique, vous pouvez vous pavaner, faire tout ce que vous voulez. Donc je pense que cette mue profonde a déjà commencé. Il n'est pas dit, le président de la République n'a jamais dit que voilà, en 4 ans, voilà, on aura des hommes politiques bon teint et qui cochent toutes les cases et que voilà, le Bénin serait, disons, le parangon de ce qui serait l'idéal politique. Mais c'est un processus. Il fallait, coûte que coûte, arrêter. La méthode peut être appréciée diversement, mais il fallait coûte que coûte arrêter avec cette pagaille. Il y est allé avec méthode, mais surtout avec détermination. Et je pense que beaucoup d'acteurs politiques ont été pris de vitesse. Aujourd'hui, beaucoup ont eu besoin d'un laps de temps pour s'adapter. D'aucuns se sont retranchés dans leurs atermoiements habituels et petit à petit ont fini par entendre raison. Donc je pense que nous sommes lancés dans une dynamique qui devrait nous amener surtout les acteurs politiques à aller vers des pratiques un peu plus saines. Et justement, il y a de ces pratiques qui étaient bien évidemment dénoncées. Dr Delors-Faton l'a encore rappelé. Le président de la République, Patrice Talon, s'en est offusqué. Le gouvernement qui prévoit, il y avait une loi dans ce sens, la transhumance politique. La transhumance politique, puisque pour vous, l'autre pan ou l'autre aspect
que vous ne retrouvez pas 4 ans après, c'est bien cet arsenal qui pourra permettre quand même de limiter la transhumance politique. Vous savez, il faut que je précise quelque chose. Je ne dénie pas au chef de l'État sa volonté de vouloir faire. Je ne remets pas en cause ces réformes qu'il a eu à opérer. Mais je dis, comme par le passé, je l'ai dit plusieurs fois, il aurait fallu écouter aussi toutes sortes de cloches avant de faire les réformes. Parce qu'il ne sert à rien de répéter les mêmes erreurs par le passé. Il y a une volonté, certes. Il a opéré des réformes. Mais on se rend compte que il aurait fallu écouter d'autres sortes de cloches pour mieux organiser, outiller ces réformes afin qu'on ait les résultats. Parce qu'on se rend compte que les réformes sont des réformes, je l'ai toujours dit, forcées. Mais quand on voit les résultats, on se dit, on n'a pas atteint le résultat qu'on devrait atteindre normalement. C'est qu'il y a un petit quelque chose qui manque. La volonté y est. Et quand on analyse de manière froide, sans parti pris, on se dit, qu'est-ce qui a manqué pour qu'on n'atteigne pas les résultats qu'on devrait atteindre normalement. Et par rapport au premier aspect où on a parlé de la création, je dis, on aurait dû chercher à y mettre simplement une idéologie. Les partis politiques nous parlent d'idéologie. Oui, on aurait dû simplement chercher à mettre au cœur de la création du parti politique une idéologie. Et préciser que deux partis politiques peuvent avoir les mêmes idéologies. Ça aurait aidé beaucoup à changer. Il n'y a pas plus d'idéologie dans le monde entier, on les connaît. Et en dehors d'idéologie, il y a d'autres choses qu'on peut apporter. C'est le plan de débat au cœur des réformes se pose toujours. Et quand on en vient au second aspect, concernant la transhumance, j'ai eu la chance de coordonner les activités de la conférence des listes dans le département de Lomé, où j'ai vu, ce n'est pas l'acteur politique qui parle à la télévision, à la radio, j'ai vécu sur le terrain ce dont on parle. Et j'ai vécu le phénomène de la transhumance qui est présent, qui n'a pas bougé d'un seul iota. Des gens qui se sont vus mal positionnés dans un bloc ou dans l'autre, se retrouvent le lendemain dans une autre position rapidement. Les gens qui étaient FCB hier, qui sentent qu'ils n'auront pas une bonne position, on les retrouve ailleurs. Les gens qui quittent les blocs républicains pour être dans les progressistes rapidement, sentant la tourmente de mauvais positionnement. Et il a fallu que le chef d'État prenne une autre décision. Mais ce n'est pas officiel, il a fallu que la mouvance dise que ceux qui ont quitté un bloc pour l'autre ne sont pas acceptés. C'est-à-dire que ce n'est pas la réforme qu'il a faite, c'est une décision politique au regard d'un constat qui a été prise. Alors qu'il a fallu trouver la solution depuis dans la réforme pour régler de ces cas. Ça n'a pas été réglé. Et que le plan de transhumance reste et demeure présent au cœur du système partisan que nous avons aujourd'hui. Ça n'a pas été résolu. Il y a eu un effort qui a été fait. Mais l'effort n'a pas permis d'avoir les résultats qu'on aurait voulu. Parce que cette affaire de transhumance, ça détient tellement l'image de l'homme politique de l'Ivoire. Il est prévu d'ailleurs, comme je l'ai rappelé, un instrument juridique, une loi qui sera quand même votée à cet effet. Espérons que la loi vienne et que la loi ne soit pas aussi conçue d'une manière unilatérale, qu'on essaie d'écouter d'autres sons de cloche. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas parlement. Et nous ne pouvons pas parler. Mais qu'on trouve d'autres mécanismes pour nous permettre de parler aussi. Parce qu'on parle du Bénin en définitive quand même. On ne parle pas de président Talon. On ne parle pas de Delofat, on ne parle pas des FCBE, ni des progressistes, ni des républicains. On parle du Bénin. Mais en réalité, quand on va à une réforme du système partisan, est-ce que c'est pour limiter considérablement la transhumance? Parce que, est-ce qu'il y a un lien entre réforme du système partisan réussi et la transhumance politique? Ah oui. Parce qu'au Bénin, le diagnostic a été fait avant que le parti ne soit élu. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Ça peut ne pas être une exigence ailleurs. Mais au Bénin, le mal transhumant de François Oudo date de 2004-2002, c'est pas. C'est un mal profond au Bénin que nous connaissons. Au Bénin, on ne peut pas parler de réforme sympathisant sans y mettre cet aspect. Ce n'est pas évident qu'on puisse l'éradiquer complètement. Mais on devra la réduire de manière sensible. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. La transhumance, on y revient. Oui, on y revient. Je crois que moi, je décerne la palme d'or au président Patrice Talon. Ça là, ce que je dis, le président Patrice Talon va faire 5 ans, s'il veut, il va faire 5 ans encore, il va partir, mais l'histoire va retenir qu'un homme a été de passage. Ce que nous disons, le président Patrice Talon a joué pleinement sa partition. Je répète encore, c'est nous-mêmes les acteurs politiques. Vous parlez de la transhumance. L'Union progressiste et le Bloc républicain, c'est deux partis de la mouvance.
Est-ce que c'est le président Patrice Talon qui a dit à quelqu'un qui est UP pour dire comme tu ne veux pas être bien positionné dans UP là, viens rapidement pour trouver la place dans BR? Est-ce que c'est le président Patrice Talon qui a dit à quelqu'un qui est BR va laisser quelqu'un qui a milité pour le parti, qui s'est échiné pour le parti, pour prendre quelqu'un qui est venu hier pour le mettre tête de liste? Est-ce que c'est le président Patrice Talon qui a dit ça? Mais c'est les acteurs politiques même qui ne veulent pas se départir des comportements anciens que nous avons. Et donc, par endroit, pour ce que j'ai observé, et toi-même tu l'as observé, ce qu'il a dit c'est vrai, dans la confection des listes, quand vous observez tout ce qui se passe, mais vous vous demandez si, est-ce que les gens disent qu'ils soutiennent le président Patrice Talon juste pour être à côté de lui, ou bien les gens ont compris sa vision. Donc, moi je dis, en termes d'efforts que le président Patrice Talon a fait, vous avez vu que quand ces mouvements de transhumance ont commencé, le gouvernement a initié un projet de loi sur la transhumance. Ça veut dire que l'homme a toujours la volonté, tant qu'il voit qu'il y a la faille. Mais, quelle que soit la nature de la loi, quelle que soit la rigueur que le président, si nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, nous n'avons pas compris le président, si nous ne sommes pas prêts à aller dans le même sens que lui, il aura beau faire les réformes, mais malheureusement, il y aura toujours des écueils. Devons-nous nous attendre en réalité à ce qu'il n'y ait pas de transhumance quand on sait que tout de même on est à une expérimentation de à peine quelques mois seulement après donc cet instrument juridique mis à disposition? Mais ce que je vous dis, oui. Je vous ai dit qu'on n'a pas créé de nouveaux hommes. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont en train de faire la transhumance là, mais c'est des gens qui étaient habitués. Et qu'on a dit que maintenant on est en train de changer les choses, ils doivent comprendre qu'il s'agit d'eux et qu'ils ne doivent plus présenter ces aspects-là. Donc, aujourd'hui, le président Patrice Talon est comme quelqu'un qui lance la machine, mais nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, nous devons être prêts à nous corriger. Si quelqu'un donne de l'argent pour dire mettez-moi tête de liste, est-ce que le président Patrice Talon est là? Il n'est pas là. Donc, c'est des pratiques que nous avons et nous avons du mal à nous mettre au pas par endroit. Je ne dis, c'est pas tout le monde, hein. Il y a eu vraiment une évolution, hein, parce que tel que les choses ont évolué, il y a plus, l'argent n'a pas dicté trop sa loi, mais par endroit, les gens continuent de faire cela. Et je voudrais interpeller la conscience de tous les acteurs politiques, que surtout nous qui disons que nous soutenons le président, mais nous serons comptables de sa gestion. Si malgré tous les efforts que le président fait, nous ne sommes pas prêts à l'accompagner, demain, quand le bilan sera mitigé, je ne le souhaite pas, mais nous serons comptables. Et moi je dis que le président Patrice Talon a déjà joué sa partition. Très bien, la transhumance. C'est vrai que l'autre aspect de la question est dans le discours d'investiture du président de la République, le 6 avril, à Porto Novo, il rappelait ce mal constaté, l'argent, dans le processus électoral au Bénin. Et cela, 4 ans après, est-ce que vous avez constaté une nette diminution? Aussi bien que ce qu'on évoquait précédemment, la transhumance, que l'impact de l'argent sur la pratique politique, il faut déjà se mettre en tête qu'aucune loi, aussi ficelée soit-elle, puisse endiguer complètement tous ces mécanismes qui constituent quand même des plaies, hein, pour toute démocratie qui veut émanciper la population et la collectivité. Mais encore une fois, on ne peut pas dire encore aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de mécanisme qui a été mis en place pour, disons, rendre un peu plus transparent tout ce qui est injection de monnaie, d'espèces sonnantes et trébuchantes dans la pratique politique. Ne serait-ce que
le quitus fiscal, ne serait-ce que tout ce qu'il y a comme déclaration de biens, ainsi de suite. Je pense qu'il y a une architecture qui a été un corsetage qui a été mis en place pour permettre quand même à l'État, à l'administration de pouvoir contrôler les avoirs, la circulation de l'argent pour tous ceux qui veulent disons, embrasser une vie politique ou bien ne serait-ce que s'engager dans une course électorale, ainsi de suite. Mais mettons-nous bien en tête que cette lutte contre la perversion que constitue l'argent en politique rejoint la lutte globale de la lutte contre la lutte globale contre la corruption. L'un, ce n'est pas à dissocier. Il s'agit de la même lutte parce que l'un entraîne l'autre. C'est parce qu'il y a autant d'argent c'est parce que tout s'achetait qu'on a assisté ces 20 dernières années, ces 30 dernières années à l'argent roi. On pouvait tout se permettre simplement parce que quand vous aviez un minimum de moyens et vous étiez outillé pour ouvrir n'importe quelle porte. Aujourd'hui, quand même, je pense que tout le monde... Il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées et des garde-fous qui ont été mis en place pour endiguer un peu l'injection de l'argent dans la politique. De leur façon, quand on revisite un peu quand même quelques listes, on voit quand même le positionnement des jeunes. Donc, on pourrait dire qu'il y a eu une nette diminution de l'impact ou de la force de l'argent en politique. Malheureusement, au cœur des réformes se trouve l'argent. L'argent a été consacré par les réformes opérées par le président Patrice Talon. Parce que les cautions ont été revues à la hausse de manière faramineuse. Alors que si vous présentez une image de quelqu'un qui est capable de débourser 50 millions pour être chef de l'État, ne demandez pas à la population pauvre de ne pas demander de l'argent. C'est psychologique. Si vous demandez à quelqu'un de vous donner 50 millions de caution, une population qui a été habituée à l'argent, ne lui demandez pas de ne pas demander de l'argent à une telle personne. Et ce n'est qu'une caution. C'est une conséquence directe. S'il a pu payer 50 millions, ça veut dire qu'il a l'argent. Et l'image va rester dans la conscience populaire. Et que au cœur de cette réforme, il y a d'abord cette question. Et les députés, c'est pareil. 249 millions. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui a manqué. Parce qu'il faut qu'il y ait une traçabilité, une logique dans tout. Si vous dites que les députés payent 48 millions, 248 millions, 49 millions de francs CFA pour être candidat sur la liste, ça veut dire que le parti a l'argent. La population psychologiquement va dire qu'ils en ont, il faut qu'on prenne notre part. Parce qu'elles disent. Elles ne disent que ça. Est-ce que la population a besoin forcément d'une telle caution pour pouvoir savoir qui a l'argent? Quand ils donnent, les gens savent qu'ils ont donné un tel montant, psychologiquement ils vont attendre parce qu'ils ont été habitués à l'argent. Ils vont vous dire, si vous avez payé tel montant, vous avez de l'argent à distribuer. J'ai aimé une chose, là c'est pas encore des réformes, ce sont des décisions conjoncturelles qui ont été prises. Quand on devrait aller prendre les dossiers pour les candidatures, le chef d'État lui-même a pris conscience certainement des difficultés financières qui se posent et a demandé aux collectivités locales de rendre les actes gratuits. Ce qui n'a pas été suivi malheureusement. Dans plusieurs communes, on a exigé de payer les frais normalement. Moi, dans des communes que je ne vais pas citer, les noms, on a payé les frais. Alors qu'il a demandé à ce qu'on puisse alléger cette souffrance financière aux gens. Ce n'est pas une réforme, c'est une décision conjoncturelle qui a été prise. Alors que j'aurais voulu que les réformes se dépatissent des individus. Quand M. Algoum parlait tout à l'heure, j'ai eu un pincement de cœur. Il parlait constamment de parti talon. Mais quand on parle de la conférence des réformes de la nation, ce n'est pas de Kérékou ni de ce groupe qu'on parle. On parle du peuple béninois. Quand le jour où on prendra conscience que les réformes devraient être des réformes du Bénin, vous allez voir qu'elles sont les réformes les plus justes. Est-ce que ce n'est pas un homme qui quand même entreprend, puisqu'il a été élu pour ça? Non, c'est là le mal dont nous souffrons depuis 90. Après 90, on a oublié le peuple et on concentre l'énergie sur les individus. Parce que ce n'est pas Parti Talon qui fera les réformes pour le Bénin. Parce que si c'est sur lui qu'on veut centrer les réformes, on va tout passer à côté. Ce sont des réformes qui devraient être opérées par le peuple béninois à travers ses représentants. Parce que c'est le Parlement qui fait les réformes. Ce n'est pas le gouvernement. Les réformes, c'est des réformes d'ordre législatif qu'il faut opérer. Et un Parlement consensuel, un Parlement inclusif, fait des réformes pour le peuple, des réformes pour Parti Talon. Parce que à vouloir dire
que demain on va applaudir Patrice Talon, nous sommes déjà là, après 4 ans, nous voyons qu'on n'a pas bougé pour autant. Bien que la volonté y est, bien que les acteurs se soient échinés, on a déployé de l'énergie, de la matière grise, mais on est là et les mots restent encore et demeurent. Antoine Aboukoumou, sur quelques aspects. Bon, d'abord, je le reprends à ces derniers mots pour lui rappeler que les lois sont votées concurremment par le président. Nous avons les projets de loi qui émanent de l'exécutif et les propositions de loi qui émanent de l'Assemblée nationale. Donc, l'exécutif peut envoyer un projet de loi pour les réformes. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est l'Assemblée nationale qui légifère tout en occultant. Tout à l'heure, tu as parlé de projet de loi de transhumance. Ce n'est pas un député qui a initié, c'est le gouvernement. Et donc, moi, ce que je voudrais faire comprendre à M. Delors Faton, il faut mettre les réformes de façon globale. Vous avez parlé de la caution. Les cautions sont bien justifiées parce que on est parti d'un diagnostic qui est que il y a, pour vous répéter, il y a une pagaille de création de partis politiques. Pour éviter la pagaille, on a cherché les éléments qui soutenaient la pagaille. Un des éléments, c'est quoi? Moi seul, je pouvais mettre 8 100 000 pour une liste législative pour tout le pays. Et quand je dépose ça, je viens faire ma loi sur les listes. Et pour éviter donc de personnaliser les partis politiques, on est allé à la consolidation. Et on a mis de gros montants pour que une seule personne ne soit pas capable d'aller payer pour faire sa loi, mais qu'il soit au regard du montant, qu'il sache que ça doit se faire de façon consolidée. Et il y a eu un accompagnement, parce que n'oublions pas qu'il y a eu le vote sur le financement public des partis politiques, qui a été d'ailleurs consacré dans la Constitution révisée. Donc, désormais, on met ces montants, mais il y a le financement qui accompagne. Mais vous devez voir que quand le parrainage a été conquis dans la Constitution, on est passé de 250 millions pour le président de la République à 50 millions. Ça veut dire quoi? On n'a pas fixé les montants pour fixer. C'est pour ne pas permettre la pagaille qu'on a mis ces montants-là. Mais lorsque, par exemple, c'est que pour être président aujourd'hui, il faut être parrainé, on a vu que donc, le montant ne peut plus être un facteur limitant. On est passé de 250 millions à 50 millions. Donc, il y a une logique dans ce qui se fait. Et donc, les montants n'ont pas été, pour moi, tel que j'ai compris, on n'a pas fixé les montants pour fixer. Parce que si les montants sont aussi bas, c'est que c'est une seule personne dans les partis qu'on avait qui se lève et qui va payer rapidement la caution. Mais quand il revient, mais il dicte sa loi. Donc, c'est toujours dans la logique de contraindre les gens à voir que quand c'est trop lourd, on est obligé de rester ensemble pour soulever. Quand c'est trop lourd, on est obligé de rester ensemble pour soulever. C'est ça les fondements même de ces montants-là. Vous allez voir, quand la loi sur le financement public des partis politiques sera mise en œuvre, tout ça là, ça va devenir, ces montants-là n'auront même pas de sens, puisqu'il y aura 1% environ des ressources propres de l'État qui sera consacré aux partis politiques. Et c'est pourquoi la floraison des partis politiques va encore endiguer le mal, va encore freiner le processus. C'est-à-dire, on est resté dans la logique qu'avec tout ce qu'on a mis là, on aura peut-être 5-6 partis politiques et 1% des ressources propres, environ 5 milliards redistribués en ces partis, pourra donner la manne financière à ces partis politiques d'animer librement la vie politique. Et dans la loi sur le financement public des partis politiques, il est écrit que dans ces montants, on peut aller payer ces cautions. Donc, le vrai problème, c'est que nous acceptions de cœur la réforme et que nous restions ensemble pour faire de grands ensembles
au lieu de se mettre dans les émiettements. On parle de réforme politique et institutionnelle. Vous parliez tantôt donc de la Constitution qui a été justement révisée, où on constate la mise en place d'un certain nombre également d'institutions. Quand vous prenez la Cour des comptes, le Haut Conseil ou du moins la chefferie traditionnelle et tout cela, cela est-il un des succès, par exemple, des 4 ans de réforme politique et institutionnelle? Inévitablement, je pense que concernant la Cour des comptes, c'était un vieux rêve qui a été réalisé. Pour la chefferie traditionnelle, on connaît tous ici, tout ce qu'il y a eu comme atermoiement, marchandage, instrumentalisation des chefs traditionnels à des fins politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouveauté, cette institutionnalisation de cette part importante de notre culture, on va pouvoir sortir un peu, en fait, partager les rôles pour que le politique puisse rester dans son couloir et la chefferie traditionnelle puisse accompagner l'État dans la préservation de la paix, puisse rester dans son rôle qui est d'accompagner l'État central sans vouloir interférer dans l'action publique et pouvoir rester le socle important et historique qu'elle a toujours été pour nos populations. Maintenant, la Cour des comptes participe évidemment de la transparence de l'action publique dans son ensemble, parce que il s'agira de scruter très précisément la gestion déjà des politiques publiques, la gestion des entreprises d'État et de scruter pièce par pièce tout ce que l'État en tant que producteur presque exclusif de l'action publique fait au quotidien au bénéfice des populations. Donc je pense que c'est un instrument dont on avait besoin et c'est un instrument qui vient compléter un peu toute l'architecture qui a été mise en place pour amener un peu plus de transparence dans l'action dans l'action publique dans notre pays. Très bien. Les réformes politiques institutionnelles, on est en train de parler de nouvelles structures ou du moins de nouvelles institutions. Vous savez, moi je suis un africaniste et un conservateur pur et dur. Tout ce qui est valeur culturelle africaine, je suis preneur et je défends ça par tous les moyens. Je ne rêve que et pense que par mes valeurs d'abord. Je dis l'Occident d'accord, mais l'Afrique d'abord. Ça veut dire que quand on consacre les chefferies royales et consorts, je ne peux qu'en être heureux. Mais je dis, il y a beaucoup de bordel dans nos chefferies traditionnelles et consorts et nous les connaissons. Évidemment. Il faudra qu'on trouve le mécanisme pour assainir et non seulement partir même au-delà de cette texte de loi, aller encore plus dans une valorisation plus profonde de ces réalités que nous avons. Tant qu'on ne le fera pas, on ne bougera pas. Et je ne peux qu'applaudir. Mais je ne veux pas que ces réformes soient des réformes politiciennes qui visent, comme ce qu'on connaissait par le passé, cette manipulation, ces chefferries, qu'on n'aboutisse pas à ces manipulations. Sinon, les institutionnaliser, les constitutionnaliser, ça ne peut qu'être la bienvenue pour tout Béninois conscient de ce que ces valeurs représentent. Quant à la Cour des comptes, je n'ai rien à dire. C'est depuis des années. La CEDEAO nous a sommé tout le temps. Et tous les présidents ont toujours tourné autour du pot. On n'a pas trouvé le mécanisme qu'il faut pour la constitutionnaliser. Aujourd'hui, on ne peut qu'en être heureux. Sur ces deux aspects, je n'ai rien à dire. Mon seul souhait est que la constitutionnalisation des chefferies traditionnelles et consorts devienne vraiment une réalité. Qu'on arrête de voir des rois se promener pieds nus, pieds nus, sur une moto, mais dans des véhicules dans les carrosseries, parce qu'aller ailleurs, vous verrez les valeurs que ceux-là ont. C'est nous, ça, c'est notre entité, c'est notre identité. Qu'on puisse les voir un peu plus anoblis, j'en serais heureux. Mais quand tout à l'heure, M. Adouko nous parlait du parrainage, je voudrais me prononcer sur cette question. Vous savez, c'est encore l'un des aspects polémiques de ces réformes. Malheureusement, on n'aura pas la chance de l'expérimenter avant la fin du mandat pour voir ce que ça a donné. Mais une analyse simple peut permettre de se poser une seule question. Pourquoi n'attend pas exiger que les
candidats à parrainer soient des acteurs politiques, membres de partis politiques. Pourquoi on ne peut pas exiger qu'ils soient membres de partis politiques avant d'être parrainés? Parce que si on veut vraiment qu'on élise désormais, parce que c'est la philosophie qui est derrière, que désormais on élise un acteur politique à la tête de notre État. Parce qu'on a dit que depuis 1990, on n'a jamais réussi à élire un acteur politique. Si on veut élire un acteur politique, pourquoi la Constitution n'a pas dit expressément qu'il faut être membre d'un parti politique avant d'être parrainé? Peut-être qu'on dira qu'il y a eu l'exclusion, que la Constitution serait anticonstitutionnelle. Il aurait fallu faire cette réforme et la Constitution constitutionnelle aurait rejeté, on aurait vu. Parce que malheureusement, c'est un secret professionnel, la Cour constitutionnelle a tout validé depuis 4 ans. Je m'arrête là. Antoine Adoukoulou. Bon, je vous dis que la Cour va rejeter. Puisque vous avez déjà trouvé la réponse. On ne peut pas le dire. Mais si on dit qu'un parti doit parrainer, en tout cas, moi je suis très optimiste. Même si aujourd'hui ça n'a pas pris, les gens n'ont pas compris, ça va venir. Comment un parti politique va vouloir parrainer et que vous voyez que, bon, il peut arriver, parce que le président, si par exemple, quelqu'un qui incarne des valeurs, que tout le monde voit, supposons par exemple, qu'un Béninois se trouve à la tête du Front monétaire international un jour, et que ses compétences sont avérées, et qu'il n'est pas dans un parti politique, mais que le parti politique voit en celui-là des marques, comment il peut porter celui-là au pouvoir? Donc, ce qui est important, ce n'est pas, c'est l'analyse que fait le parti politique avant de prendre la décision qui est le vrai problème. Ce qu'on peut craindre, c'est la force de l'argent. Moi, je suis allé à dire le parrainage, oui, mais au moment, peut-être qu'on va acheter les députés, on va acheter les maires par l'argent. Quel type de candidat on pourrait avoir? Mais cela n'est pas facile parce que les partis politiques aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a au niveau du FCBE, les règlements intérieurs aujourd'hui au sein des partis politiques a prévu des sanctions disciplinaires. Lorsque vous sortez du parti et que vous allez parrainer à volonté quelqu'un, mais c'est sûr que votre survie dans le parti, ce n'est pas garanti. Donc, je pense que ce qu'il faut saluer, c'est le fait que désormais, on n'est plus libre, venant tout bout de champ, pour devenir candidat aux élections présidentielles. Très bien. Revenons maintenant à je ne vous ai pas fait la question, ces deux structures, ces deux nouvelles structures qui se retrouvent dans la Constitution, parce qu'on parle, le président Patrice Talon parlait de réforme politique, mais également de réforme institutionnelle. Non, comme mes prédécesseurs, je prends d'abord la Cour des comptes. C'était une directive de l'UEMOA qui date depuis des années, et on n'a pas pu le faire, pas parce que le président tourne autour, parce qu'il fallait réviser nécessairement la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, avant, dans la Constitution d'alors, on avait une chambre des comptes qui était logée au sein de la Cour suprême. Et donc, pour en faire une institution, il fallait donc réviser la Constitution. Et c'est le problème de la révision de la Constitution qui se posait, parce que malheureusement on avait toujours des députés qui étaient beaucoup plus dans la politique politicienne à l'Assemblée nationale, et on n'a jamais pu avoir le quota qu'il faut. C'est devant vous que le premier projet que le président a envoyé à l'Assemblée nationale a échoué de justesse. On n'avait même pas cherché à toiletter pour dire oui, voilà le projet, et quelques aspects c'est pas bon, mais ces aspects-là, on prend et on vote. Non, on avait fait la politique pure. Heureusement, aujourd'hui, on a pu avoir une assemblée, même si elle est monocolore, comme le dit mais vis-à-vis là, mais qui a fait le travail qu'il faut. Donc, dire que les présidents tournaient autour, non, il faut préciser que on a eu une assemblée nationale, la 8e législature, qui a donné au Bénin la Cour des comptes. C'est ça il faut dire. Et la Cour des comptes, son importance n'est plus à démontrer. Parce que
pour redistribuer la richesse, il faut créer, il faut avoir la croissance. Mais on ne peut pas avoir la croissance sans stabiliser les finances publiques. Et l'organe par excellence qui permet de stabiliser les finances publiques, c'est la Cour des comptes. La chefferie traditionnelle, je m'adhère complètement à cette réforme et je souhaiterais qu'il y ait des lois conséquentes pour pouvoir redynamiser ce secteur qui est un secteur aussi vital pour les cultures africaines. Les problèmes aujourd'hui que nous traînons dans les tribunaux ou bien dans les tribunaux de conciliation, d'abord tout ça là, par le passé, si la royauté est bien structurée, c'est des problèmes auxquels on trouve des solutions à la maison. Docteur Delors Faton, l'une des actions qu'on pourrait noter quand même pendant ces 4 ans, surtout en 2019, où nous avons connu des difficultés au lendemain des législatives d'avril 2019, le dialogue politique est intervenu. Et nous avons constaté par la suite un certain nombre d'instruments juridiques qui ont été mis à la disposition du Bénin, et ce qui a favorisé justement l'assainissement du paysage politique, le dialogue politique. Ma position a été claire, hein? J'ai été contre le dialogue politique, j'ai été contre le dialogue politique. Pourtant, le parti FCBE y était. Je n'y ai pas participé et je n'ai pas donné ma caution en tant que Delors Laurent Faton. Parce que le format dans lequel devait se dérouler le dialogue, je ne le partageais pas. Et j'ai été clair, je n'ai pas participé et je n'ai pas donné ma caution en tant que Laurent Delors Faton. Et ce débat, je l'ai fait plusieurs fois et je répète encore une fois, la crise que nous connaissions en 2019 méritait un dialogue beaucoup plus large, beaucoup plus consensuel que ce que nous avons eu. Et ce que nous avons eu, c'est qu'à régler un problème politique qui a été mal résolu aussi, le problème politique. Parce qu'à la sortie de ce dialogue, les espérances n'ont pas été satisfaites à ce jour. Les souhaits des participants qui sont de l'opposition et qui étaient là aussi ont émis des vœux qui n'ont jamais été satisfaits normalement à ce jour. Et entre autres, je dirais l'implication des acteurs de l'opposition dans le processus électoral. Ça a été un des vœux majeurs de ceux qui ont participé à ce dialogue. Ça n'a pas été satisfait à ce jour. Parce que pour moi, le format n'était pas le format qu'il fallait avoir. Parce que la crise qu'on a connue en 2019 était une crise qui dépasse les acteurs politiques, qui avait des implications dans le social comme dans l'économique. Il y a des pertes en vies humaines, des Béninois. On ne peut pas résoudre ces questions exclusivement entre les 4 000 des acteurs politiques et aussi des acteurs politiques exclusifs et non inclusifs. Parce que ceux qui étaient engagés dans le processus électoral de 2019, il y avait USL. Non, il y avait USL qui était engagé. Et ce n'était pas ce dialogue. Parce qu'ils étaient engagés dans le processus électoral. Même s'ils étaient exclus par la suite, ils étaient engagés. Il y avait légalement reconnu. Il y avait un espoir qui était engagé. PCB était engagé. Mais il se fait malheureusement qu'on a décidé unilatéralement d'inviter que ceux qui auraient rempli les conditions de leur légitimité au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est une volonté, une décision de l'acteur politique, de ceux qui sont au pouvoir. Je ne suis pas de la gouvernance, je ne suis pas de la mouvance. Ils en assument la responsabilité et à l'aune de l'histoire, on va mesurer les résultats pour voir si aujourd'hui, le vrai problème que nous avons au Bénin en 2019, c'est la perte de confiance entre le peuple et les gouvernants. Oui, je pense qu'on ne peut pas dire ça. C'est une exagération facile. On peut ne pas être d'accord sur la manière dont tel ou tel parti, on peut tout dire. On peut dire, oui, voilà, il y a eu exclusion de ci, les dossiers ont été traités de telle façon, le ministère de l'Intérieur a fait ci. Mais à un moment, à une nouvelle loi, il faut quand même, pour une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, il y a une échéance à partir duquel tout ce qui est comme parti politique
devra se faire reconnaître pour avoir sa légitimité ou du moins la légalité d'exercer. À un moment, on ne peut pas continuer par traîner les vieilles casseroles du passé. Simplement, oui, l'USL a été recalé pour les élections législatives. Est-ce qu'au moment du dialogue politique, l'USL était légalement reconnu comme parti politique au Bénin? La question est non. Restaurer l'espoir, non. Donc, à un moment donné, je pense quand même qu'il faut faire prévaloir la loi, la primauté de la loi. On ne peut pas dire simplement, c'est un peu facile, on ne peut pas dire, voilà, le chef de l'État a décidé, le gouvernement a décidé. Il y avait une loi en place et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fallait faire les choses conformément à la loi que nous nous sommes librement donnés. Donc à un moment, on ne peut pas faire en voulant disons contenter tout le monde parce que on veut faire les choses de façon consensuelle. C'est de bonne guerre, c'est une comment je vais dire, c'est louable, mais à un moment il y a des lois et les lois sont faites pour être respectées. Et donc je pense que les partis qui n'étaient pas présents au dialogue national, déjà c'est au dialogue politique, déjà c'est de leur fait, parce que ce n'est quand même pas au chef de l'État de se faire reconnaître à leur place. Le chef de l'État n'est pas je ne sais pas, le secrétaire général de l'USL ou de Restaurer l'Espoir. Donc je pense que il y a des partis qui, moi je l'ai toujours soupçonné, ont fait de la disons il y a des mots qui ont été aujourd'hui, la résistance, un vocable très célèbre et très tenace. Il y a des partis qui ont choisi de faire de la diversion et de rester, de faire un blocage sous azimut. Mais on ne peut pas mettre ça constamment sur le dos de l'exécutif. Avant de revenir à vous, d'accord, Antoine Adoukonou, par rapport au dialogue politique. Je crois que je ne veux pas me mettre dans le débat de ceux qui n'ont pas participé. Non. Allons au résultat. Puisque, quel que soit celui qui va participer, ce qui intéresse les Béninois, c'est le résultat sorti du dialogue politique qui est important. Je crois bien. Lorsque nous prenons le dialogue politique a été vraiment un dialogue politique, puisque le dialogue politique a intervenu dans un contexte précis où, après les élections législatives d'avril 2019, où il y a eu la participation de deux partis politiques que mes amis d'en face qualifient de siamois, on a dit il faut donc voir ce qu'il faut faire pour que ces cas de figure n'arrivent pas encore. Et donc, le dialogue politique a fait 3 recommandations. Une première recommandation, c'est par rapport à la création des partis politiques. Parce que M. Delors-Faton, il était sur le plateau, il le chantait, que on leur notifie des fautes, ils reviennent, et le ministère de l'Intérieur sort encore de nouvelles observations, et qu'on fait beaucoup de tours avec eux, et c'est comme s'ils sont un parti de l'opposition, et on ne voulait pas leur enregistrement. Le dialogue politique a proposé que la charte des partis politiques soit modifiée en ses articles 23 et 25 pour que désormais le ministère de l'Intérieur notifie en bloc une fois de bon les observations. Cela a été fait. Est-ce que c'est mauvais pour les partis politiques? Non. Vous savez que les partis qui n'ont pas participé aux élections, certains ont été recalés à la Sénat parce qu'il y avait des doublons sur les listes, et dans le code électoral d'alors, l'article 46 précisément avait dit qu'une fois la liste déposée, qu'on ne pouvait plus toucher. Mais c'est au niveau du dialogue politique que dans les recommandations numéro 2, on a pu dire non, désormais on corrige la loi et on permet que quand les gens déposent à la Sénat, que la Sénat, après ses observations, que les gens puissent avoir 72 heures pour y remédier, si éventuellement il y avait des doublons, qu'on puisse changer ces candidats. Et je pense que c'est ça qui a permis à Delors-Faton et à son parti de pouvoir recueillir les observations de la Sénat pour revenir
pour prétendre aujourd'hui que la FCBP a aux élections. Est-ce que ça, là, c'est mauvais? La troisième recommandation. La troisième recommandation, non, au niveau de la recommandation, il y a beaucoup de choses. Troisième recommandation, c'est au niveau dans le dialogue politique qu'on a institué les élections générales. Parce qu'on avait estimé que le cycle électoral que nous avons, tous les ans, il y a élection. Un an et demi après, il y a élection. Et on prend tout le temps pour parler d'élection. Très bien. Donc c'est un dialogue politique qui a permis d'aller dans le sens des élections générales. Donc, moi, du point de vue du contenu, moi, je ne vois pas le dialogue politique faire quelque mal à qui que ce soit. Très bien. De leur façon, brûlé d'envie. Vous savez, j'ai posé le principe sur lequel je me suis basé pour ne pas participer et ne pas donner ma caution. Ça, c'est moi, je ne peux pas le nier. J'étais contre et je n'ai pas participé. Mais quand le dialogue a eu lieu, j'ai pris les résultats et j'en ai pris acte. Aujourd'hui, mon parti participe aux élections communales et je suis aussi candidat pour les communales. Ça veut dire que... Grâce au dialogue politique, il faut compléter ça. Est-ce que vous allez permettre à Delors de parler Quand vous parliez, il ne parle pas. Ceux qui sont au Dieu pouvoir ont choisi leur format. On en prend acte et on évolue. À l'aune de l'histoire, on verra si le format est le meilleur ou pas. Mais je ne suis pas de ceux qui pleurnichent sur leur destin. Ils ont décidé le format. Des membres de mon parti politique sont partis. Et au retour, ils ont amené des résultats. Les résultats nous ont permis d'avancer un peu, mais j'aurais voulu qu'on avance mieux. Mais l'avancement qu'on a aujourd'hui, j'en prends hâte et j'avance avec, en espérant qu'on puisse trouver encore d'autres mécanismes pour que davantage de Béninois, acteurs politiques, soucieux de retrouver la messe de 90, s'impliquent et que la paix et la confiance davantage reviennent. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, il y a encore quelques grincements de dents. C'est un peu Béninois, on en est conscient. Aujourd'hui, je peux me réjouir pour dire que la FCBE sont aux élections, mais quand je le dis et que je vois qu'il y a d'autres camarades avec qui j'ai fait le combat pour les législatives dans l'opposition qui se retrouvent encore en rade parce qu'ils n'ayant pas eu les mêmes opportunités ou bien ne se sont pas retrouvés dans le format, je dis il y a encore des efforts à faire pour qu'on soit tous dans le format, pour qu'on soit tous béninois, faire la politique ensemble. Nous n'ayons pas fait les mêmes efforts pour je le dirai des nouveaux formats. Je le dirai on va faire. Vous permettez Antoine, donne-moi quelques secondes. 30 secondes. Écoutez, il va pouvoir se prononcer aussi. On va ramasser les candidats dans la rue. On ne peut pas trouver les pièces. Ça, il faut être sûr. Lorsque vous allez ramasser les candidats dans la rue, un parti politique qui rentre dans une fond et dit je veux des candidats. Est-ce que celui-là est sûr d'avoir les pièces de ce candidat? Puisque les gens, ce qui est arrivé à ces partis, ils sont restés d'abord dans la logique de l'article 177. C'est-à-dire, je vais fournir le nom de 3630 d'abord. Et maintenant, je vais courir pour aller chercher les pièces parce que la loi a permis qu'on change les pièces. Mais celui en tant que vous avez placé et qui n'est pas un militant, quelqu'un que vous avez vu dans la rue, et s'il disparaissait, comment vous allez avoir les pièces? Et si c'est un parti adverse qui vous envoie les candidats que vous cherchez et que vous les fixez à la Sénat et que le candidat dit à la personne de disparaître, comment vous allez avoir les pièces? Très bien, puisque vous avez... C'est la pagaille qui a fait que ceux-là se sont retrouvés là. Très bien. Antoine Adoukou, on va permettre aussi à Delors de répondre s'il en a envie. C'est la pagaille. Non, vous savez, c'est trop facile quand on est du côté du roi d'apprécier les choses aussi facilement. Parce qu'on se croit tout permis. Mais je vais souhaiter que mes vis-à-vis soient aussi de l'autre côté. Pour vivre ce qu'on vit quand on a tout à fait contre tout le monde. Parce que ceux dont ils parlent, ils ont fait des sacrifices énormes. Je ne parle même pas de ceux qui ont pu aller même à fournir des listes. Et bien, ceux qui ne sont pas encore reconnus aujourd'hui légalement au Bénin comme parti politique. Je parle de ceux-là d'abord qui sont encore en rade aujourd'hui, qui n'ont pas pu encore avoir leur récépissé aujourd'hui, qui ne peuvent pas mener le combat politique comme on le faisait par le passé, mais qui ont beau la volonté, qui ont fait les efforts énormes. Ils sont des Béninois comme nous tous. Je ne peux pas me réjouir du fait que l'USL n'existe pas aujourd'hui politiquement, que les PCB ne puissent pas exister légalement et faire le combat politique. Je ne peux pas me réjouir. Je dis, tant que ceux-là sont en rade,
il y a encore un effort à faire dans ce pays. Très bien. Nous avons encore 10 minutes. Nous allons très rapidement, c'est vrai que certainement nous aurons le temps d'y revenir peut-être avec un autre plateau par la lutte contre la corruption. On va en dire un mot. François-Xavier Noumon, on commence par vous. Je pense que... Qu'est-ce qui est observé pendant ces 4 ans d'exercice? Aujourd'hui, il y a une chose qui est factuelle. La peur du gendarme est revenue. Et ça s'observe. Même les analphabètes en parlent. La peur du gendarme est revenue. Le président de la République, avec méthode, et son gouvernement ont impulsé des réformes courageuses dans ce secteur. On a tous aujourd'hui, et on en fait même, certains en font même des blagues, la criette. Il y a une cour spéciale qui a été mise en place pour à ces fins-là, à cette fin spécifique. Il y a déjà l'État lui-même s'est appliqué petit à petit à, disons, faire le ménage dans la gestion des finances publiques. Je pense qu'aujourd'hui, l'administration publique dans son ensemble, quand vous scrutez, vous regardez de plus près, 4 ans après, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une transparence factuelle dans la gestion des deniers publics. Et je pense que ça commence par là, parce que si l'État lui-même ne donne pas l'exemple, il n'y a aucun espoir à avoir dans ce combat qui est vital pour un pays qui veut avancer, qu'est la lutte contre la corruption. Donc je pense que ce gouvernement a mis des fondements solides pour pouvoir se donner toutes les chances, pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour avancer dans ce combat très 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 exigeant qu'est la lutte contre la corruption. Et donc je pense petit à petit nous avançons lentement mais sûrement. Mais encore une fois aujourd'hui, on ne se prend plus de la même façon avec la chose publique. Et je pense que on ne veut pas dire que tout est redevenu catholique, rose dans notre pays, mais aujourd'hui, il y a eu des avancées, factuelles. Très bien. Antoine Adoukonou, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et qui ne se faisait pas, par exemple? Bon, ce qui se fait aujourd'hui et qui ne se faisait pas, c'est qu'aujourd'hui, l'impunité semble disparaître. L'impunité semble disparaître. Monsieur Xavier disait tout à l'heure que la peur du gendarme est revenue, et je le confirme. Mais je précise que cette peur s'étend de l'opposition à la mouvance. Ce n'est pas que je suis mouvancier et là où je suis, et je fais un peu me protéger. Et ça là, ce n'est pas de règle avec le président Patrice Talon. Et c'est ça qui fait que lorsque la criette rend ses décisions, tout ça là, et les gens crient, les gens disent tout ce qu'ils veulent, mais c'est que l'effet c'est que chacun se dit, ben, si pour des questions de détournement, je dois aller faire 20 ans en prison, 15 ans en prison, je préfère prendre mon gari et le coucou là, pour vivre mieux. Et c'est l'effet là qui fera que chacun saura que ce qui est public, on doit le traiter en tant que tel. Donc, à côté de cette peur du gendarme, il y a aussi des mécanismes pour endiguer le mal qui sont mis dans l'administration publique. Le contrôle interne est renforcé par endroits et aujourd'hui, on est allé vers des systèmes de dématérialisation pour éviter autant que se peut le contact entre le corrupteur, le corrompu. Et il y a tout ça là qui fait aujourd'hui que on peut dire qu'un grand effort est fait dans ce domaine, mais rien n'est fait tant qu'il reste à faire, comme le dit l'autre, parce que je ne cesserai jamais de le dire, quelles que soient les lois, quelle que soit la volonté du président, nous-mêmes qui sommes les concernés, nous avons nécessairement notre partition à y jouer. Très bien, c'est un engagement pris. Est-ce que vous constatez, 4 ans après, Dr Delors Faton, que l'engagement est matérialisé dans le cadre de la lutte contre la corruption au Bénin? Je vais chercher de la métaphore. Je pense que
pour acheter un bœuf, il faudra au minimum 50 poulets. Et la peur des gendarmes, elle est présente. Mais elle est orientée vers les voleurs de poulets et les voleurs de bœufs. Ce sont plus que jamais ragaillardis et se sentent le plus à l'aise possible. C'est-à-dire? La corruption visible a disparu au Bénin. Mais il y a une corruption institutionnelle qui s'est assise au Bénin. Je vais m'expliquer. Pas qu'on dire qu'on fasse des affirmations gratuites. En 2018, Social Watch, je pense, a fait des pancartes, grandes pancartes dans Cotonou pour dire nous voulons connaître les montants et les procédures de passation des grands marchés publics. À ce jour, personne ne peut nous dire les montants des gros travaux au Bénin et les procédures de passation de ces marchés. Toutes les grandes villes du Bénin sont en chantier. Et nous le savons tous, et tout le monde s'en réjouit. Il y a des endroits où tu pars, tu dis waouh, Cotonou s'embellit, tu dis Porte-Nouveau s'embellit, et Parakou et autres. Mais qu'on nous dise au moins, parce que c'est de l'argent du Béninois qu'il est question, combien nous coûtent ces marchés publics? Quelles sont les entreprises qui ont gagné ces marchés suivant quelle procédure? Ça fait au moins 2 ans que Social Watch a posé les pancartes, les grandes affiches. Je n'ai pas les entreprises, vu. par exemple, il est quand même dit, on dit telle entreprise a gagné telle. Nous avons des mécanismes connus au Bénin. Si par le passé on disait que la construction était gangrénée, on connaissait les montants des constructions. Et on savait combien les gens ont volé. Parce qu'on se disait ça ne peut pas coûter. Mais aujourd'hui on n'a plus les chiffres. Comme donne-moi les chiffres pour que le pauvre paysan puisse dire la petite bretelle de voûte qui est venue chez moi coûter tel montant. Même si l'analphabète, il peut faire quand même aujourd'hui, il peut quand même faire un calcul simple pour dire ça a coûté tel, ça peut coûter tel. Et aujourd'hui, vu ce que nous avons, on peut juger. Aujourd'hui, on ne juge plus parce qu'on n'a pas les données. Non, je pense quand même là aussi, on est dans une exagération facile. Que Social Watch est placardisé dans tout Cotonou, je pense peut-être que ils avaient peut-être à s'occuper. Mais attendez, il y a depuis 30 ans dans notre pays, c'est la première fois que vous et moi, qui peut-être, ou n'importe quel kidam béninois, n'ayant pas de rapport direct avec l'administration, peut aller sur une interface et consulter les marchés publics dans leur ensemble et dans leur profondeur. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne connaît pas le montant des projets en cours. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, vous parlez de route de Bruxelles. On l'a annoncé en Mondovision. Les montants ont été dit à la télé. Les marchés publics aujourd'hui, peut-être je pars peut-être avec un avantage. Je suis chroniqueur économique. Aujourd'hui, pour aller chercher les chiffres, on ne peut pas dire aujourd'hui au Bénin, si une organisation de cette envergure s'avance à de tels propos, on est à la télé, mais ça suinte quand même un peu le manque de professionnalisme. Aujourd'hui, le petit journaliste outillé, formé à la recherche d'informations, peut le trouver. N'importe quel Béninois peut avoir accès au portail des marchés publics. Et c'est tellement vrai que certaines institutions en rapport avec l'administration publique ont du mal aujourd'hui. Comment d'après vous, certains contrats sont au vu et au su de tout le monde et on les partage sur WhatsApp et on dit ah oui mais tel a signé avec ci, ça coûte ci, ça coûte ça. Comment on le fait? Simplement parce que on peut aller chercher les chiffres où ils sont. Donc je pense que il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été entrepris dans ce domaine pour amener un peu plus de transparence dans ce rapport qui est tellement important et capital entre l'État central et les administrés. Donc je pense qu'aujourd'hui qu'on ne peut pas dire que voilà, l'État cache les chiffres, l'État nous ment sur ci, l'État nous ment sur ça. L'enveloppe, si vous voulez parler précisément du projet d'asphaltage, par exemple, je pense les chiffres sont connus, les adjudicataires sont connus et étape par étape, l'État quand même s'efforce à expliciter un peu tout ce mécanisme qui, je pense, nous réconcilie quand même avec... on parlait de manque de confiance tout à l'heure, mais je pense
quand même que cet exécutif a fait énormément d'efforts pour engager les citoyens dans un processus un peu plus sain. Merci François-Xavier. Nous sommes au terme de nos échanges. Je vais vous allez me garantir, 30 secondes chacun pour finir. On commence par Antoine Adoukonou. Bon, je vous remercie beaucoup, mais je voudrais dire que de leur façon, on doit savoir qu'aujourd'hui, il y a un code des marchés publics qui régit les marchés publics au Bénin et que les structures sont dotées, du moins les structures qui ont la personnalité juridique sont dotées aujourd'hui des personnes responsables des marchés publics et que ces structures, la loi les oblige à publier les marchés qui doivent passer dans chaque année. Et le SIGMAP, tout le monde peut aller sur ce site-là et voir les marchés. Et lorsqu'on fait les soumissions, la loi oblige que les soumissions soient publiées et tout le monde peut soumissionner. Donc, aujourd'hui, avec la loi, tout est clair. Maintenant, dans les procédures, si la loi a prévu, si vous voyez votre social watch là, si il vous dit que les procédures ne sont pas respectées, allez saisir la justice. Les procédures c'est prévu que si vous voyez qu'on ne respecte pas les procédures, allez saisir la justice. Vous savez, moi j'ai l'impression que quand quelqu'un réussit, quelque chose nous dit de l'accompagner. Mais on se dit, mais comme nous sommes opposants là, on ne va pas accompagner. Parce que si on accompagne là, quand est-ce qu'on va prendre le pouvoir? Parce que tout ce qu'on fait, que vous avez. Oui, mais puisque tout ce qu'on fait asphalter, tout ça maintenant, et que les gens apprécient là, c'est les montants là que lui n'a pas vu. Non. Il peut ne pas voir. Je dis aujourd'hui, comme M. Xavier l'a dit là, mais moi je suis comptable. C'est ça, je dis que c'est mon domaine. Rien n'est caché dans les marchés publics aujourd'hui. Allez vous renseigner. Très bien. De l'offre, attends. Je ne leur répondrai pas. Parce que je ne vais pas revenir sur ce débat. Si je vais répondre, nous allons poursuivre autrement et ils vont continuer dans leur position. Parce qu'ils sont des défenseurs d'un régime. Acteurs politiques. Vous savez, le débat s'est accentué sur les réformes politiques. Tout à fait. De 1990 à 2019, le Bénin a connu les moments les plus difficiles. En 2019, on n'a jamais connu. La volonté de tous les Béninois aurait été qu'à partir de 2019, à l'instant de ce que nous avons vécu, où nous avons perdu des concitoyens, qu'on puisse progresser et que toute réforme qui sera opérée nous permette d'asseoir davantage la démocratie que nous avons connue. Mais il se fait malheureusement que les dernières réformes qui ont été opérées ne nous permettent pas davantage de faire épanouir notre démocratie. Mon vœu le plus grand est que le régime en place, avant de finir, puisse quand même laisser une bonne marque, afin qu'il puisse dire que par rapport à ce que les autres ont fait de 90 à ce jour, ce qu'ils ont apporté a fait un progrès. Et qu'à l'expérience, parce qu'on a fait maintenant une autre expérience, je dirais la première même expérience concernant les élections communales. Quand on va finir les communales et qu'on va faire le bilan, il faut qu'on puisse tirer les conclusions et que ce qui sera fait nous permette d'avancer davantage et qu'on nous aide à inclure davantage les autres formations politiques qui sont encore en rade. Tant qu'on ne l'aura pas fait, il restera toujours à dire. Très bien. François Xavier, oui, je ne vais pas répondre à Dr Delors Faton qui est le défenseur attitré des partis politiques en rade, comme il aime le dire. Mais ce que je dis, il ne s'agit pas de défenseurs du régime ou d'opposants. Ce que je dis, ceux qui nous regardent peuvent le faire, c'est factuel. Il n'y a pas à soliloquer longtemps là-dessus. C'est factuel. Le portail des marchés publics, vous pouvez avoir le coût, le montant, les procédures de tout ce que l'État a contracté dans n'importe quel secteur. Donc il ne s'agit pas de parler en l'air. Je pense que pour chaque homme d'État, un président, nous sommes dans un régime présidentiel et le président de la République est élu sur un projet de société.
et les Béninois lui donnent mandat de mettre en branle ce projet. Effectivement, il y a un certain parti pris. C'est parce que c'est d'abord la vision d'un homme, avant d'être la vision d'un gouvernement, d'un exécutif, de tout ce qui l'accompagne. Donc, il y a cette légitimité-là pour mettre en branle ce qu'il a contracté, le contrat de confiance qu'il a avec le peuple. Et je pense que nous avons eu une crise de croissance. Et quand vous avez une crise de croissance, ça peut engendrer des urticaires, ça peut faire mal. Et aucune réforme n'est faite pour être unanimement appréciée. Mais je pense que nous avons progressé. On parle des prochaines élections communales. Je pense que ces prochaines élections seront, disons, un baromètre important de tout ce que nous avons mis en place jusque-là. Mais je pense fondamentalement que nous en sortirons grandis. Notre démocratie s'en va en se consolidant. Nous avons connu des mutations difficiles qui ne sont pas encore finies. Il y en aura encore d'autres parce que, et ça je vais paraphraser le chef de l'État, rien ne doit être gravé dans le marbre. Rien ne doit être, comme pour faire parallèle avec notre tradition, la Constitution n'est pas un fétiche. La Constitution n'est pas un fétiche, nos thèses démocratiques ne sont pas des fétiches, c'est une dynamique perpétuelle et il appartient aux différents hommes d'État qui traversent l'histoire de notre pays d'apporter des leurs à la consolidation de la nation que nous sommes. Voilà. Très bien, merci chers amis, chers invités, Dr Delors Faton, membre du parti FCBE, secrétaire national adjoint à l'économie numérique d'ailleurs du parti FCBE, François Xavier Noumon, chroniqueur économie. Merci beaucoup. Antoine Adoukono, vous êtes membre fondateur du parti Bloc républicain. Je m'en voudrais de vous demander, c'est vrai, nous avons fini, je m'en voudrais de vous demander au regard de l'actualité au Bénin, si vous avez un message à l'endroit de nos concitoyens par rapport quand même à cette pandémie. Le Bénin dénombre aujourd'hui 26 cas. C'est vrai qu'il ne faut pas mélanger les choses, mais je sais que vous avez certainement un message à nos concitoyens, Dr Delors Faton. Le Bénin vient de connaître sa première victime de cette pandémie. Ça veut dire que le mal est très très grave. Nous devons prendre toutes les précautions pour ne pas connaître le désastre qui se fait ailleurs. Très bien. François Xavier? Oui, il faut plus que jamais appeler, nous le faisons depuis des semaines, appeler nos compatriotes à la responsabilité, à suivre tout ce qui a été dicté, vulgarisé comme geste barrière pour endiguer cette pandémie et ne surtout pas oublier qu'en respectant ces règles, on se protège et on protège aussi les autres. Très bien. Antoine, je dis pareil en invitant donc les citoyens à prendre au sérieux les recommandations du gouvernement. Les lieux de culte qu'on a fermés, les pasteurs qui font les cultes en catimini là, ils n'ont qu'à laisser tout ça là. Dieu ne va pas finir. Dieu est toujours là. Même dans 10 ans, on peut encore adorer Dieu. Ils n'ont qu'à respecter ce qu'on a dit là maintenant. Au lieu de travailler, de tréballer les fidèles pour dire que non, il faut prier. On va prier derrière là-bas. On va prier derrière ici. Non, est-ce que Dieu va finir? Dieu ne finira pas. Que chacun respecte ce que le gouvernement a dit pour que ce mal ne nous emporte pas dans ses flots. Comme le dirait l'autre. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce n'est que le premier plateau, dans une série prévue justement pour, dans le cadre donc, des 4 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Un autre plateau, vous l'aurez à partir de 20h30 demain, certainement. Restez connectés aux télé. Agréable soirée à chacun et à tous. Et surtout, prenez soin de vous.